Bonjour à tous, cette vidéo que je vous présente traite du sujet assez polémique de la théorie de l'effondrement, plus communément appelée par certains collapsologie. J'emploierai d'ailleurs principalement le terme de collapsologie par commodité pour parler de la théorie de l'effondrement. Alors, pourquoi faire une vidéo critique sur la théorie de l'effondrement? Car oui, cette vidéo sera essentiellement critique. Eh bien, en regardant plusieurs vidéos sur cette théorie et autres reportages sur le thème de l'effondrement, j'entends de la civilisation industrielle devenue mondiale, j'ai remarqué que cette théorie brillait par le consensus positif à son égard, mais aussi et surtout par l'absence de critique de fond. Et c'est le pourquoi de cette vidéo. Une petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet. Je ne remets pas en question ici les données scientifiques que les collapsologues utilisent. J'en serais bien incapable. Mais ce que je questionne ici, c'est la focale, le prisme d'interprétation. Mon analyse se veut généraliste et donc non spécialiste. Par conséquent, elle sera transdisciplinaire. Elle ressortira autant de l'histoire, de la psychologie ou de la philosophie. Donc, en quoi cette théorie dérange? Faut d'abord comprendre ce qu'est la collapsologie, c'est-à-dire ce qu'elle dit et ce qu'elle dit en substance. C'est que notre mode de vie est devenu incompatible avec la vie avec un grand V. La nature ne peut plus supporter notre civilisation industrielle. Nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Ainsi, tous les signaux seraient au rouge dans les domaines majeurs tels que la politique, l'économie ou l'écologie, et cela entraînerait, par effet domino, la chute de notre société. Certains collapsologues nous prédisent même cette fin pour les 10 prochaines années au mieux. Un avenir sombre donc. Les collapsologues s'appuient d'ailleurs sur tout un tas d'études scientifiques pour asseoir leurs propos. C'est un gage de sérieux et par conséquent il faudrait être bien naïf ou aveugle pour ne pas voir la catastrophe qui vient. Il faudrait se préparer au pire. Plus aucune question ne serait pertinente. Une seule serait légitime. Quand Quand cela va-t-il arriver? Quel est l'impact que peut produire la réception d'une telle théorie sur les esprits? L'impact est protéiforme, ça peut prendre plusieurs aspects, selon notre âge, notre milieu social, notre culture, notre sensibilité. Il y a une grande variété donc de possibles. Il n'empêche que cette théorie joue sur les peurs et le sentiment d'impuissance. Par exemple, voici un panel non exhaustif, bien évidemment, des comportements. Anxiété, dépression, repli sur soi, panique. On peut noter encore comme possible réaction le refuge dans un hédonisme sans frein, débarrassé de morale, car après tout, il s'agit d'en profiter tant qu'on peut, et disons, après moi le déluge. On en profite une dernière fois avant que le bateau coule. L'acceptation d'un message du genre collapsologie n'est pas neutre. Il y a, je pense, une hystérisation de la peur. D'ailleurs, je tendrais à penser que la mort est le véritable sujet derrière la collapsologie. Pour moi, la question de la finitude est au cœur, vraiment, de la collapsologie. La peur de la mort ou sa fascination a toujours été d'actualité pour les hommes et différentes réponses spirituelles, philosophiques ou autres n'ont cessé d'apparaître dans l'histoire. La fin du monde n'est-il pas un baume de l'âme individuelle qui ne saurait voir sa fin? Ainsi, tout disparaîtrait avec moi. N'est-il pas plus facile d'extérioriser la question de sa mort, de projeter un spectacle de fin du monde plutôt que d'imaginer sa propre fin? Au bord du gouffre, le vide attire celui qui plonge son regard dans le précipice. L'alternative pour calmer l'angoisse sourde et le désir morbide est celle du survivant. En effet, dans une attente quasi messianique de l'apocalypse prochain se dessine une nouvelle figure, celle d'un nouveau héros, le héros de demain, de l'après-cataclysme, le survivant. Le survivant dans un monde dévasté, en ruine, que vous aurez bien sûr en charge de rebâtir. Une nouvelle espérance semble naître, et donc, mais avant cela, l'aventure, le périple éprouvant de la survie.
En somme, fini le quotidien, le son lénifiant du métro, boulot, dodo, les embouteillages et les harcèlements du petit chef. C'est une vie palpitante qui vous tend les bras après l'effondrement. Une vie aventureuse, toujours changeante et pleine de dangers, aussi divers que variés. À l'instar d'un Mad Max, Walking Dead ou autre film catastrophe, vous voici plongé au cœur de vos films d'action préférés. Joli tableau pour un joli fantasme. Il y a une disproportion gigantesque entre ce que l'on sait, ce que l'on souhaite et ce que l'on peut. Cet écart fait mal à notre ego, un ego qui se voudrait surpuissant. Changer le monde est un vieux rêve pour l'individu en quête de sens et de pouvoir. Le sentiment qu'on ne peut rien faire face aux grands enjeux de notre temps, derrière nos écrans ou tout simplement dans notre vie quotidienne, augmente à mesure du bombardement médiatique des crises ou autres catastrophes naturelles que l'on montre comme autant de spectacles. Nous semblons, et c'est normal, bien impuissants à résoudre par la seule force de notre prise de conscience ces grands problèmes qui sont ceux de l'écologie, de la politique ou de l'économie. Rappelons, et c'est salutaire, que de tout temps, il y a eu des prophéties de fin du monde, et des adeptes pour y croire. On remarque que la collapsologie est très marquée en tant que théorie par les idéologies politiques. En premier chef par les libertaires et anarchistes, suivis des écologistes. En second par l'extrême droite. On le remarque particulièrement lorsque l'on observe ceux qui se préparent d'ores et déjà au pire. J'ai nommé les survivalistes. Ce type de théorie attire les extrêmes de par sa nature. C'est d'ailleurs un con, mais qui en dit long, que celui qui se prépare à la fin du monde devient très souvent un hyper-consommateur, qui achète plus et stocke tout un tas d'articles, voire s'installe dans des BAD, j'entends base autonome durable. On peut remarquer aussi que la naissance du survivalisme aux États-Unis s'est déroulée pendant la guerre froide, au moment du boom de la société de consommation. Et que sont devenus ces survivalistes de la terreur nucléaire, tous ces bunkers, cette nourriture stockée en prévision du pire? Il est plus simple d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Alors comment en est-on arrivé là? La question est immense et comme souvent à plusieurs origines, cependant j'en vois deux majeures. L'une est liée à la montée historique de la figure du marchand, que je pourrais détailler dans d'autres vidéos. Ce marchand qui a désormais l'emprise sur le monde au travers du capitalisme et qui a forgé un homme nouveau, l'homo economicus, l'homme qui gère, qui calcule, son corrélat étant la figure du manager. L'autre est lié à la vision scientifique du monde et au phénomène de la technique. La vision mathématique de la nature, son appréhension et l'arraisonnement calculant. Cet enfant dont nous sommes des technosciences et du capitalisme libéral se débat pour se donner du sens dans un monde désenchanté. La théorie de l'effondrement ou la mauvaise conscience de notre temps. S'il y a effondrement, c'est uniquement parce que nous pensons le monde comme ressource. C'est mon point central. Le monde comme ressource, voilà le problème. Notre conception du monde, vue par l'œil de celui qui calcule le monde comme ressource. Cette conception du monde a une généalogie dans l'histoire, et particulièrement dans l'histoire de la pensée. De Galilée, fils de marchand, à Newton, en passant par Descartes, sans la montée en puissance de la figure du marchand, à qui l'on doit notamment les deux grandes révolutions démocratiques modernes, l'anglaise d'abord puis la française, nous n'aurions pas cette conception du monde comme ressource. Historiquement, la conquête des nouveaux mondes, l'essor des sciences, de la pensée libre, est consubstantielle à la figure du marchand. En effet, de par ses besoins, le marchand va faire naître une nouvelle vision du temps et de l'espace, à travers la notion d'exactitude et le développement des appareils de mesure. Prenons de la distance et mettons à l'épreuve du temps le monde envisagé comme ressource. Dans l'Antiquité grecque, Athènes, le berceau de la démocratie, les choses étaient très différentes.
L'alpha et l'oméga de la vie d'un Athénien de cette époque était idéalement axé sur la politique. La vie bonne passait par là. L'Athénien était un citoyen. Autre ville, même époque, à Sparte, toute la vie du Spartiate était en vue de la guerre, de l'enfant jusqu'à sa vie d'adulte. Le Spartiate était avant tout un guerrier. Encore, dans le Japon médiéval, la classe d'élite de la société, les fameux samouraïs, était vouée au service de leur seigneur local et du shogun. Toute la vie du samouraï tendue entre deux valeurs opposées, l'honneur et le déshonneur, la bravoure et la honte. On est loin du monde comme ressource. Pareillement, dans l'Occident médiéval, entre les guerres, famines et autres joyeusetés pour le commun, le but de l'existence était avant tout d'être un bon croyant et de vivre le message divin pour plaire à Dieu. On pourrait démultiplier les exemples historiques et géographiques. Cependant, le monde comme ressource a vaincu. Il y a de moins en moins bataille des conceptions du monde. Le phénomène de la technique finit de broyer les dernières velléités culturelles et les anciens mondes. Nous voici désormais gestionnaires du monde comme ressource. Gérons donc ainsi les différents et les divers espaces naturels, culturels. On remarque sur ce point que dès qu'une chose devient espace, c'est qu'elle disparaît. Mais bon. Pour sûr, le tableau semble sombre et point de mystère, il l'est. Encore faut-il ne pas tomber dans cette vision infantile du positif et du négatif, version revisitée du bien et du mal qui tente à définir la psychologie d'un individu en optimiste ou pessimiste. Oui, un monde disparaît, terrassé par la maladie qu'il a lui-même engendrée, cette maladie qui se nomme le nihilisme. Point de nostalgie ici, et un autre possible s'ouvre. Il s'agit dès lors de le penser, méditer sur ce monde devenu ressource, pour un meilleur agir et donc un meilleur avenir. Merci à tous pour votre écoute.